So, bonjour à tous, and hello everyone. We hope you are all well. So, good morning and good morning to all our partners. Thank you, Annabelle, to Manuel, Eneaso, and others for your time. So we're going to start the meeting now. We were waiting for others to join. I think we have almost everyone. So thank you for taking the time. We know it's a very busy period at this time of the year. So my name is Olivia. I'm the Executive Director of Impact Santé Afrique, which is the Secretariat of CS4Me, the civil society for malaria elimination network. So we are happy to host this meeting with you and also start that very important conversation on how we prepare civil society for the NFM4, but mostly looking at the lesson learned from NFM3. So today we have our guest speakers, and we're also going to present with you for the first time the results of the evaluation we have done on the NFM3. So we are happy to welcome Annabelle from the Global Fund, the CRG department. Thank you, Annabelle, for joining, and we look forward for your presentation on the technical assistance that is available for malaria civil society in NFM4. So everyone, please take good notes of the presentation. You can write your question. There's a Q&A box on the top of your screen. So as you present or at the end, please write all your questions in the Q&A box. And please, when you write your question, tell us quickly your name, the name of your organization and your country, so that Annabelle will be able to respond to the questions later. And we will have also the presentation of Eneaso on technical assistance that is offered still by the Global Fund through the CRG mechanism. And we're going to present, next slide, we're going to present the result of the NFM3 and what we have collected as key information. And we have the closing remark by Manuel. So we're not going to waste any more time, and we will open the meeting with the Global Fund presentation. Thank you very much for your time. Thank you very much, Olivia, for your introductory words. I will share my presentation. Yes, so we'll stop sharing the screen on our side so you can share your screen. Thank you, Annabelle. Perfect. Can you kindly just confirm that you can see it? Yes, Karine and Fidel, please assist with the moderation. Thank you. Yes, thank you, Annabelle. Okay. Okay. Would you like to come in, Karine? Yes, yes. Okay. It's okay. Then I will start with the presentation. Thank you very much, Olivia, for the introductory words, and thank you for inviting me to the webinar today. My name is Annabelle Metzner. I work for the Global Fund Community Engagement Strategic Initiative, and I will present a brief update on the short-term technical assistance for NFM4 that is available through the Strategic Initiatives TA program. So just to remind us again about the primary objective of the Community Engagement Strategic Initiative, it is to strengthen engagement of civil society and communities in Global Fund and related processes. And the strategic initiative has three complementary components. Component one is the short-term peer-to-peer technical assistance. Component two, long-term support to PVP networks and organizations, under which we're also working together closely with CS4Me. And the third component is the support to CRG
regional platforms, one of them being EANASO, and I know that Mlewa will also share a presentation in a couple of minutes. Today I will speak more about the component 1 with a particular focus on TA in the context of NFM4. So you know that the short-term TA can support community engagement and global fund process in different forms, but we actually made an effort to prioritize some TA tracks and activities that according to what the TA assignments we have delivered in the past and according to what we have heard from civil society and communities, are like the most kind of prioritized or needed TA tracks. So it includes track A, situational analysis and needs assessment. This could be, for instance, a CRG related assessment, a desk review work, or if somehow needed, do additional key informant interviews and focus group discussions to gather information to inform decision making for NFM4, or it could also include a review of NFM3 program implementation from a community perspective to inform improvements under NFM4. The second track, which we call track B, really focuses on engagement and convening as part of the broader country dialogue process. So this could, for instance, be through virtual or face-to-face community consultation. In many countries, we are taking a hybrid approach. And during these meetings, priorities can be identified, prioritized, and agreed among communities, and for this particular case, among networks and organizations working on malaria. And then we can also provide some support to review the draft funding request document, for instance, once it has been prepared. The third track, which we call track C, is around costing. We can provide very small scale support to mentor countries and communities to cost the priorities that they are suggesting for inclusion into the funding request. So that is kind of the menu prioritized for NFM4. Important to note is that normally per country we can't support all the tracks, so we really ask requesters to focus on where they see most need. For instance, if the consultations are not covered through other sources, they could focus on convening. If consultations are covered by other sources, for instance, already through consultations that the CCM is organizing, the TA could focus, for instance, on the costing mentoring to cost priorities. So it's important for us that when you fill in the request form, that not all the boxes are ticked, but that you really discuss at country level which are the priority actions or the biggest bottlenecks where we need support. In terms of the timelines for submitting TA requests, processes at country level are moving very fast. So normally we say that it takes around 3 months to mobilize TA for countries. Now with NFM4, because we know that sometimes the lines are very tight, we aim to mobilize the TA within 2 months. And we are communicating submission windows for the TA requests. So TA requests for window 1 can't longer be submitted because the deadline was already in September. TA requests for window 2 countries can be submitted until today, actually, and TA requests for window 3 can be submitted until 28th February 2023. Why is that? It is, as I was saying, that we need around 2 months to mobilize TA. Then the TA will be implemented during around 2 to 3 months, and we want to make sure that the TA deliverables are actually available around 1 month at least before official submission of the country's funding request, so that the results of the TA can inform the work of the writing team
And in some countries, we know that communities need to submit priorities around 1 or 1.5 months before the official submission window. So if you have any doubt about your country's NFM4 submission window, maybe also because it has been moved, don't hesitate to reach out to the CCM in your country, or you could also check with the regional platform to see if they have additional information. I just wanted to share some more information about the TA request form. So we have a TA request form adapted to the NFM4 process, where you can select the different activity tracks that I was talking about before. In order to get the request form, you can reach out to the regional platform. In Anglophone Africa, this is hosted by EANASO. In Francophone Africa, it is hosted by RAME. Once you get the request form, you will see that you can select the sub-activities and tracks with highest priority for your community. And then throughout the document, you will find kind of some information in red where we provide guidance around what to fill in the respective sections. For instance, it's important to mention which organizations or networks were involved in developing the TA request, because we aim to support TA requests that really focus. In some countries, they focus on all the 3 diseases, but it's important for us, if it only focuses on malaria, to see which different organizations or networks working on malaria have been engaged during request development. And then kindly also indicate the submission window for the funding request. The TA request is then being shared with the CRG regional platform for review. And once the platform has reviewed, to ensure that all required information is included in the form, you can send the request form to crgta@theglobalfund.org, and we will start reviewing your request. We will do an eligibility check together with our country team colleagues, and if the request is eligible, we will reach out to one of our 26 pre-qualified TA providers and propose an expert team to you. In the current cycle, we are already working on TA requests, and some TAs are ongoing that somehow include the engagement of malaria communities. In Honduras, for instance, a request is ongoing. I mean, it's not related to the region where you're in, but it really focuses on malaria communities. But in many other countries that I'm listing here, it focuses on communities across the 3 diseases. So there is definitely opportunity through this TA, if you are not yet somehow engaged with this TA, that we actually establish a link. So maybe later in the discussion, if you're coming from one of these countries, but you haven't really been engaged yet in the TA request or TA implementation, it would be great if you could share your contacts so I can link you up with the TA requester and the expert team. Last but not least, I wanted to share some more information about the Community Engagement Strategic Initiative. We have a website that is basically a subpage of the Global Fund website, and there we include a lot of information around requesting technical assistance. You can find our list of pre-qualified TA providers, but you also find lists, contacts of the CRG regional platforms that you can reach out to before submitting the TA requests. And we also have developed some general video material about the Community Engagement Strategic Initiative. I think that's all from my side. Just the last slide also gives you the email address of the regional platforms, so you can easily reach out to them. And yeah, now I hand over to Karine, and I look forward to reply to any questions that may come up, and I will also share the presentation with you. Thank you very much. Thank you very much, Annabelle. Thank you for this key information, which is very, very important
for all civil society as we are preparing, for NFM4. So please, if you have any question, you can write it on the Q&A, or also you can raise your hand and ask so that Annabelle could respond to you directly. So please, if you have any question or any comment about what Annabelle just shared with us, yes, we are waiting for you. We are waiting. Okay, we see Jonathan and Shah. So we will begin with Jonathan. Okay, thank you very much and good morning to all. My question is like, I was trying to put up a TA for submission today, but unfortunately, I couldn't, I'll not be able to meet today's deadline. So would 28th February, will it be favorable for TA for NFM4 input? That is what will it be. Please, More Jonathan. feasible for that? Please, Jonathan, could you repeat your question? Okay, maybe he has, maybe Jonathan. No. Thank you, and over. Yes, Jonathan. For the TA, she did. Hello, you can hear me now? Yes, can now you hear me? it's okay. Yes, go ahead. Now it's okay. Okay. Thank you. Yeah, my question is like today I'm putting up a TA for submission, but unfortunately I cannot meet the deadline, and I'm asking whether for a TA for NFM4, a deadline of 28th February, will it be appropriate for NFM4, a TA for NFM4? That is what I wanted to know, so that I'll continue working on it and submit by that day. Thank you. Thank you very much, Jonathan. Maybe you could let me know the country that you're dialing in from, because depending on the submission window, I can provide further guidance on the date that applies to you. So that would be good. Yeah, Ghana, from Ghana. And you are aware of the submission window for malaria? Yeah, I think we will go for the second window. I've forgotten the exact date, but we've chosen the second window for submission. Okay, so the second window for submission is end of May next year for funding requests. So if Ghana is submitting the funding request for malaria end of May, the deadline for the TA request, as you rightly noted, is today. So I don't know how advanced you are with the TA request. I think if you work on it with the in-country partners and EANASO and submit it by end of the week, we could still consider it, but it would be important to get it as soon as possible so that we can start processing it. Okay, right. Thank you. Yes, thank you very much, Jonathan. So we have also Richard. Richard, you can open your mic and then ask your question. Richard, tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Oui, merci beaucoup. C'est Richard Oussa, originaire du Bénin. Et tout à l'heure, Annabelle a expliqué un certain nombre de choses
par rapport à certains pays. Donc, je n'ai pas pu bien enregistrer cela. Elle pouvait revenir rapidement sur ça afin que puisse cela me ferait plaisir, puisqu'on a parlé de beaucoup. Allô? Oui, Richard, vous demandez de revenir sur les présentations. Quelle est votre question exactement, s'il vous plaît? OK, il a un problème de connexion. Nous allons passer à Monsieur Daouda. Monsieur Daouda, vous avez la parole, s'il vous plaît. Et nous rappelons, s'il vous plaît, nous rappelons que nous avons l'interprétation en live. Donc, si vous pouvez choisir votre langue, soit le français, soit l'anglais. We just remind you that we have interpretation online. So please, you just have to choose your language. So thank you very much. And Daouda, you have the floor to ask your question. Thank you. Oui, allô? Oui, Karine, bonjour. Bonjour. Alors, merci Karine, merci Annabelle de toutes ces explications par rapport, en tout cas, aux discussions sur les AT concernant le NFM4. Alors, moi, je suis Monsieur Daouda Insa, je suis le président de l'ONG NMF3, je suis du Niger. Nous savons que, je ne sais pas, peut-être c'est le niveau de la participation. Chez nous, j'aimerais savoir, de part, parce que nous sommes un peu en consortium pour faire un travail d'ensemble et des actions de plaidoyer qui sont menées. Alors, nous travaillons beaucoup, l'ONG NAFA, sur l'engagement communautaire, sur le PALU. Alors, ma question est de demander à Annabelle, moi je suis du Niger, alors si je voulais, au nom de notre organisation, soumettre une AT pour le compte de l'année 2023, quelle est en tout cas la marge qui me restait de le faire et comment, au niveau du groupe, je pourrais le faire au nom de mon organisation. C'est vraiment important. Chez nous, l'information, on n'arrive pas à l'avoir pour prendre peut-être individuellement des initiatives propres. J'aimerais vraiment savoir pour pouvoir peut-être proposer une assistante technique. Je ne sais pas. J'ai besoin de savoir. Merci, Karine. Okay, thank you very much. So please, Annabelle, could you permit us to take maybe 3 questions so that we can be more fast? OK. Donc, nous allons prendre 2 autres questions. Nous avons Louis Honoré aussi. Louis Honoré, vous avez la parole pour poser votre question. Merci. Bonjour à tous. Allô? Oui, nous vous écoutons. Bonjour, allez-y. Je suis de l'ONG Vision Sans Frontières depuis la Guinée. Je vous remercie d'abord de votre présentation. J'ai quelques préoccupations que je voulais que vous m'éclaircissiez. Vous avez parlé des 3 maladies. En plus du paludisme, quelles sont les maladies qui sont accompagnées? Et en plus de cela, je veux savoir en Guinée exactement, je suis le point focal de notre ONG. Je ne connais pas, par rapport au soutien des demandes, quand est-ce et comment ça se passe, quelles sont les procédures? Je voulais avoir une certaine précision
par rapport à la Guinée et voir qui sont les OSC que je dois saisir ou bien pour représenter ainsi pour que je puisse vraiment avancer dans certaines choses avec les collègues. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, Honoré. Nous allons prendre une troisième question avant de passer la parole à Annabelle pour répondre. Donc, Faustin, vous avez la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Merci. Faustin? Ok, peut-être nous allons le prendre après. So, Annabelle, you have the floor. Thank you. Okay, thank you. Thank you very much for the question. So maybe replying to Daoud on Niger. I understand that Niger is submitting the Malaria TA request in window 2. So as I was saying, that's a very tight timeline for us to support still with the TA request, because we need to basically receive the TA request today or latest by Friday. But I will also look to Olivia and CS4Me to share if any other planned support maybe beyond short-term TA in some of the countries. And coming back to Luis on Guinea, around which are the other disease. So many of the TA requests that we support the disease that the Global Fund basically finances. So it's the eradication. So it's not only malaria, but also HIV and TB. And I understand that Guinea is planning to support a request in window 1, and window 1 is already end of March next year. So we can unfortunately not accept any more TA requests for that country. But you could reach out to the CRG regional platform, RAME, to see if they can at least share some further information with you about the funding request process, etc. So at the end of my presentation, I included the name of RAME, of the regional platform. Yeah, maybe since we can't support with short-term TA, it's also an opportunity to see or to have maybe follow-up discussion to see how maybe through the regional platform we can share more information, or how maybe CS4Me can also support with a smaller support. I think that's it. I saw a comment in the chat about someone who'd like to be part to be linked up with the South Sudan process. I will put you in touch with the focal point for that support. And yeah, maybe stop here and look to you, Karine, to see if I have missed anything. Yes, I think it's okay for the answer, but maybe if there is some information the participant need, they can also continue to ask in the chat, and then you could answer directly, so that to permit other participants to also ask their question. So we will hand the floor to Faustin. Faustin, who is back. So Faustin, you have, maybe he had internet issue. Boubacar Silla, you have the floor. Thank you. Thank you very much again, Annabelle. So Boubacar, you have the floor, please. Ok, merci. Merci pour la présentation, bien que nous avons aujourd'hui vraiment une grande préoccupation qui nous met un peu mal à l'aise dans la lecture des actions du Fonds mondial.
parce que nous intervenons beaucoup. Je suis en Guinée. Oui. Donc, du coup, aujourd'hui, ils vont mettre des ressources au niveau de la plateforme régionale, c'est bien, mais nous avons des problèmes spécifiques. Je me demande comment les résoudre. Et je prends le cas, par exemple, de cette mauvaise gouvernance lors du recrutement des ONG de Pali à Cancan. Le Fonds mondial est venu sanctionner 6 ONG en Guinée. Il n'a jamais fait cas, par exemple, sur le cas de CRS qui a organisé l'appel d'offres. Bon, tout ça nous met mal à l'aise. On dit, est-ce qu'à un certain niveau, tout ce qu'on est en train de faire, on ne le fait pas contre nous, la société civile? Donc, nous, aujourd'hui, dans NFM4, nous voulons vraiment voir aussi l'émergence d'autres organisations. Donc, nous, notre lutte, ce n'est pas juste de faire des PR permanents et qui sont acquis à la cause du Fonds mondial. Mais aujourd'hui, nous, notre dialogue que nous voulons en tant que société civile, dans le cadre de la lutte contre le palu et la pérennisation de tous ces acquis, parce que le Fonds mondial ne va pas demeurer en Guinée, aidez-nous à nous retrouver en Guinée et discuter autour du NFM4 et sans parti pris. Donc, en ce temps, nous, on vous dira nos préoccupations. Mais si ça continue comme ça, on va encore, ils vont faire des marchés gré à gré, comme il a été NFM3, parce que là, ils ont dit directement, la Guinée, bon, c'est le Fonds mondial, c'est CRS, c'est elle qui va... Donc, nous, on ne veut plus ça. Il faut donner la chance aux autres organisations, au moins internationales aussi, de compétir. Donc, voilà le dialogue sérieux que la société civile guinéenne veut vraiment cette fois-ci dans le NFM4. Aidez-nous à aller dans ce sens. Ouvrez-nous les portes pour qu'on ait accès aux ressources pour discuter en Guinée. Mais dire encore qu'on sera là pour organiser et pour juste mettre des activités qu'on ne réalisera pas, parce que le cas est de subventions COVID. Les ONG ont postulé. Jusqu'à présent, aucune organisation n'a reçu aucun sou. Et l'autre jour, je disais à l'ICN, ces activités ne sont plus d'air. Donc, aidez-nous à ce qu'on se prenne nous-mêmes en charge. Au lieu chaque fois qu'on nous guide, on nous impose ce que vous voulez au niveau du Fonds mondial. Donc, voilà, moi, mes préoccupations. Si aujourd'hui, la société civile guinéenne qui travaille dans les différentes pathologies peuvent avoir des interlocuteurs directs pour construire tout cela et aider le pays, je pense que la Guinée aura gagné. Mais à cette phase, nous, on est un peu déçus de tout. Hein. Donc, aidez-nous dans NFM4 pour qu'on puisse vraiment avoir un cadre. C'est pourquoi je m'étais même éloigné de tous ces débats-là. Parce que chaque fois qu'on est dans le débat, on a l'impression qu'on nous apprend. Mais on ne veut pas apprendre avec nous. C'est ça le vrai problème. Donc, excusez-moi si j'ai heurté la sensibilité des uns et des autres. Mais voilà notre position cette fois-ci dans l'NFM3. Et moi, je vais rencontrer Kaboré et discuter avec lui ici là les ressources. On ne veut pas juste nous apprendre comment monter les projets, mais comment est-ce que la partie nationale sera vraiment l'acteur principal de mise en œuvre du Fonds mondial. Je vous remercie. Merci Boubacar, merci. Merci pour l'énergie que vous avez mis dans votre question. Donc, nous passons la parole à Faustin et nous rappelons encore que nous partagerons avec vous cette présentation après ce webinaire, donc la présentation que Annabelle a partagée et même ce que mon collègue va présenter tout à l'heure. Vous aurez toutes ces informations dans le PowerPoint que nous partagerons avec vous après ce webinaire. Faustin, vous avez la parole. Merci. Allez-y, Faustin, allez-y, s'il vous plaît. Bon, peut-être Faustin a un souci. Nous allons passer à Mahmoud. Mahmoud, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, Mahmoud. Oui, allez-y, bonjour. Oui, Mamoudou Abdul Kadiri, je suis à Dev Marois, Cameroun. Je voulais savoir pourquoi le Fonds mondial ne couvre pas tous les districts de l'extrême nord, parce que il n'y a que 6 districts, alors que le problème du paludisme est vraiment crucial dans les autres districts. Merci. Merci pour la question.
As Faustin, maybe he has internet issue. Annabelle, you have the floor. Thank you. Thank you very much, Karine, and thank you for the comments. I understand that the comment from Bakar was more a comment than a question. So I think I already provided the guidance around Guinea and the window of submission and where you can get more information about NFM4 in general. In terms of Cameroon, thank you as well for your question, Mahmoud. So I can't unfortunately reply to specific questions about the geographic reach of the Global Fund grant, which you mentioned is focusing on only 6 districts. I can't give you the background and reason for that, unfortunately. So because I really work on the short-term technical assistance. So if you have any questions related to the short-term TA, and Cameroon, happy to come in. So from our side, we have not yet been in discussion or supporting any NFM4 TA request in Cameroon. And I understand that Cameroon is also submitting in window 2, so there's very limited time to still develop a TA request. So I suggest that you could also reach out to the regional platform for more general information about how to engage in the process. And I'm very sure that CS4Me will also be able to support you with more guidance and information resources. Over to you, Karine. Thank you very much, Annabelle. I think we will stop here, and then we will share the presentation with all the participants. But you can also continue to ask your question by writing in the chat or the Q&A, and then Annabelle, you could also answer. So I will just hand the floor to my colleague Fidel, who will present the result of an evaluation we did about the NFM3. So Fidel, you have the floor. Thank you very much. Merci beaucoup, Karine. Okay, merci beaucoup, Karine, pour... On va passer la parole. Je vais, je ne sais pas, est-ce qu'on peut partager la présentation? Je vais... Juste une seconde, le temps qu'on puisse partager la présentation avec les différents participants. Et... OK. OK, merci beaucoup, Karine, pour avoir passé la parole. Bonjour à tous les participants. Je suis Fidel Demadou de Impact Centrafrique et CS4Me. Je travaille essentiellement dans l'engagement de la société civile. Et je suis très heureux d'être parmi vous ce jour afin de présenter cette partie qui porte essentiellement tous les résultats d'une évaluation menée par le secrétariat CS4Me afin d'identifier les difficultés qui ont été rencontrées dans la mise en œuvre des interventions de lutte contre le paludisme dans les pays endémiques à cette maladie. Et aussi, cette même évaluation nous a permis de définir, bien de déterminer sur quel point nous pouvons nous améliorer dans le cadre du NFM4, qui est l'objet de notre webinaire de ce jour. Juste pour rappeler, la subvention actuelle par le Fonds mondial entame sa dernière année. Dans la plupart des pays, cette subvention s'achèvera en 2023. C'est pour cette raison que le Fonds mondial a lancé le processus NFM4 pour permettre aux OSC, aux pays, de pouvoir écrire et développer et soumettre les notes conceptuelles afin de
pouvoir bénéficier des financements nécessaires pour lutter efficacement contre le paludisme et les autres maladies. L'objectif principal de cette évaluation était de sortir de manière synthétique, comme je disais, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre et l'accès aux soins pour les communautés lors du NFM3, et également les bonnes pratiques qui ont été observées dans le cadre de la mise en œuvre du NFM3, et aussi proposer des recommandations pour le NFM4. Slide. Okay. La méthodologie a été consisté à collecter les données auprès des membres de la société civile, essentiellement des membres de la plateforme CSOMI. Et en fait, il y a eu, des entretiens ont été faits en ligne avec des membres de la plateforme CSOMI, et également eu des interviews en direct avec tous les membres, et également d'autres personnes ressources qui travaillent en étroite collaboration dans le cadre de la lutte contre le paludisme au niveau national dans plusieurs pays d'Afrique. Slide. Quels sont les principaux résultats qui découlent de cette évaluation? Les résultats sont présentés à 3 niveaux ici. Nous avons les résultats de manière générale, les résultats qui se focalisent sur la prévention du paludisme et ceux qui se focalisent sur la prise en charge du paludisme. Slide. OK. Quelles sont les difficultés rencontrées de manière générale dans la mise en œuvre du NFM3? Donc, ces résultats sont la synthèse des différents entretiens, des différentes informations que nous ont communiquées les interviewés, donc des personnes ressources de la société civile qui sont très actifs dans leur pays respectif et qui ont pu donner leur point de vue sur ce qui a été fait dans le cadre du NFM3. Donc, concrètement, de manière synthétique, qu'est-ce qui a été observé comme difficulté d'ordre général? Il y a dans plusieurs zones de santé, notamment l'absence de relais communautaires, surtout au niveau rural. Il y a l'accès dans les zones géographiques accidentées et marécageuses. Il y a le faible budget alloué à la communication dans le cadre du NFM3. Nous avons la difficulté de mise en œuvre des interventions dans les zones d'insécurité. Nous avons plusieurs zones à conflit sur le continent africain et même dans les autres zones du monde. Et ces zones d'insécurité, les populations de ces zones ont du mal à pouvoir bénéficier des services, même les plus essentiels dans le cadre de la contre le paludisme. Comme a soulevé le collègue Cyril Boubacar, les principaux récipiendaires se chargent encore de la mise en œuvre d'activités en lieu et place des OSC. Donc, c'est l'une des principales difficultés d'ordre général qui a été soulevée lors des entretiens menés avec les OSC. Slide. Nous avons également relevé l'insuffisance des moyens financiers pour une couverture complète des zones à endémicité élevée, un faible niveau d'accompagnement des activités des OSC dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le mauvais attitude du personnel de santé a également été relevé dans plusieurs formations sanitaires. Ça, ce n'est pas seulement dans ce pays, mais c'est un problème d'ordre général qui a été soulevé par plusieurs interviewés. Les mécanismes de financement actuels sont lourds et atteignent difficilement les véritables facteurs de mise en œuvre que sont les OSC. Il y a une mauvaise gestion de l'environnement par les communautés pour prévenir le paludisme. Nous avons également relevé des problèmes d'incohérence des données produites par les systèmes d'information sanitaire qui sont qui créent des blocages dans la mise en œuvre. Les communautés ne sont pas toujours conscientes de la gratuité, notamment pour les populations autochtones, de certains services de lutte contre le paludisme et le décaissement tardif des fonds qui entraîne les retards de paiement à plusieurs niveaux, non seulement des OSC, mais également dans la mise en œuvre de certaines interventions. Par conséquent, nous avons la démotivation des ASC, nous avons le remplacement courant des ASC dans les pays et l'insuffisance même dans l'effectif des ASC pour couvrir tous les aires de santé où nous retrouvons les populations vulnérables. Nous avons les cas compliqués à référer qui ne sont pas toujours faits dans les normes divines dans chaque pays et l'approvisionnement insuffisant des formations sanitaires en médicaments. Slide. Nous avons également la mauvaise planification des activités de distribution des mildas, des moustiquaires imprégnés dans plusieurs pays.
l'utilisation des moustiquaires imprégnés à d'autres fins, on n'utilise pas toujours pour se protéger contre le paludisme, mais les populations l'utilisent pour faire de la pêche, la protection des cultures ou autre chose qui ne soit pas l'objectif premier de la mine d'art. Tout d'abord, la distribution tardive des mines d'art dans certaines zones géographiques, alors que l'argent des terres s'est répandu à cause des ruptures de financement. Tout d'abord, la non-utilisation des moustiquaires imprégnés par les communautés au motif que cela étouffe. Et toujours dans le cadre de la prévention, nous avons l'utilisation des moustiquaires à des fins commerciales. Dans plusieurs pays, dans plusieurs régions, à travers le continent, nous avons relevé que certaines populations ont dénoncé des abus dans le cas de vente des moustiquaires qui sont censés être distribués gratuitement aux communautés vulnérables. Et malheureusement, nous dénonçons encore les ventes de ces moustiquaires-là. Et nous avons également des moustiquaires imprégnés qui ne sont pas disponibles lors des campagnes de routine. Donc, certaines femmes enceintes qui vont lors des consultations prénatales ne reçoivent pas toujours leurs moustiquaires pour se protéger par le paludisme. Et par-dessus, nous avons la faible implication de la société civile dans les activités en général de contre le paludisme, essentiellement dans la sensibilisation à la discussion des mines d'art, et une absence de support de communication à la population vulnérable et un problème de coordination dans la distribution des mines d'art. En termes de défis observés, bien défis rencontrés dans la prise en charge du paludisme au sein des communautés, nous avons relevé comme principaux défis la prise en charge gratuite du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes en situation de handicap n'est pas toujours systématique. Une rupture constante des stocks de médicaments amenant les patients à acheter les médicaments dans des circuits pas toujours appropriés ou même pas recommandés. Nous avons un manque de connaissance de la part des patients de la gratuité du traitement paludisme simple pour certaines cibles, comme des enfants de moins de 5 ans, à cause d'un manque de communication qui n'atteint pas toujours la cible visée. Nous avons même les TDR, les tests d'identification rapide, ne sont pas toujours disponibles en quantité suffisante et n'arrivent pas à satisfaire les besoins de la communauté. Comme nous avons soulevé plus tôt, même les médicaments sont difficiles et n'atteignent pas toujours les zones les plus reculées. Dans le même sens, nous avons le TPI qui est payant dans certaines formations sanitaires privées. C'est un problème qui a été relevé dans pratiquement tous les pays où nous avons pu joindre l'aspect civil qui nous a informé de cela. Et c'est quelque chose de marquant, un traitement qui est dans les politiques nationales. Elle est censée se donner gratuitement. Malheureusement, dans certaines formations sanitaires, elle est payable. Nous avons le problème d'automédication qui, malheureusement, est un problème général à toute l'Afrique, je peux dire ainsi, où des populations ont tendance à s'automédiquer sans vraiment s'assurer qu'ils souffrent vraiment du paludisme. Donc, les populations ne font pas toujours le TDR ou d'autres examens pour confirmer la présence qu'ils souffrent du paludisme avant de prendre le traitement approprié. C'est un problème que nous avons rencontré. Également, la contrefaçon des médicaments, le circuit d'approvisionnement des intrants est un réel problème toujours dans plusieurs pays. Le manque de contrôle des stocks disponibles ainsi que le manque d'intrants dans les différentes instances qui s'assurent de l'approvisionnement au niveau national dans les pays africains. En termes de pratiques, quelles sont les meilleures pratiques qui ont été observées de manière générale dans la mise en œuvre du NFM3? Nous pouvons citer la création des comités de vigilance et de surveillance communautaire du paludisme, qui est une très bonne pratique appliquée dans beaucoup de pays africains et aussi asiatiques. L'accompagnement, le renforcement des capacités des OSC par le secrétariat CSOMI à travers le réseau CSOMI, le travail en réseautage et la bonne collaboration de la société civile pour pouvoir concourir à réduire le fardeau du paludisme dans les pays endémiques. La mise en place des observatoires communautaires pour coordonner les comités de vigilance et de surveillance du paludisme. À ce niveau, nous remercions les partenaires qui appuient la société civile et les gouvernements pour la mise en place de ces observatoires. Le recrutement des agents de santé communautaire, que nous n'allons pas nous cacher, c'est l'un des maillons les plus essentiels dans la lutte contre le paludisme dans le pays. Nous avons également la stratégie de distribution des milles de porte à porte, qui s'est révélée vraiment très bénéfique, et surtout en contexte de Covid, nous avons cette stratégie été
bien appliquée et les populations peuvent bénéficier des MILDA, la distribution des MILDA hors campagne de masse, la prise en compte des besoins prioritaires des populations lésées lors des précédentes distributions des MILDA et l'intégration de la société civile dans les actions de distribution et de communication au niveau communautaire. Toujours en termes de bonnes pratiques, qu'est-ce qui a été observé dans le cadre de la prise en charge du paludisme? Nous avons quand même pu relever que les médicaments ont été mis à la disposition des populations vulnérables dans les foyers au risque de paludisme, et ceci par les ASC. Et en cas de complications, les ASC référaient les patients vers les formations sanitaires les plus proches qui disposent d'un meilleur cadre technique. Vous avez également la mise en place des grossistes communautaires pour ravitaillement des ASC. Ça veut dire que dans certains pays, le circuit d'approvisionnement a pris en compte des grossistes locaux qui pourront appuyer le système national afin de mettre à la disposition des populations à travers les ASC, les médicaments de première nécessité pour lutter contre le paludisme. C'est une très bonne pratique que nous espérons pouvoir étendre à tous les pays endémiques au paludisme et aussi dans toutes les autres zones relevant des problèmes de rupture des médicaments. Nous avons la mise en place des sites communautaires pour la prise en charge immédiate des enfants et des femmes de moins et des femmes enceintes. Maintenant, nous avons fini l'évaluation à travers les échanges avec les membres de la société civile et lors de la finalisation de cette évaluation, nous sommes demandé quelles sont les recommandations que nous pouvons mettre en place dans le cadre du processus NFM4. Et toujours de concert avec la société civile, nous avons pu relever ces recommandations qui, d'ordre général, s'agira d'accélérer le processus de formalisation du statut de l'ASC, de revoir tous les documents normatifs dans le pays pour prendre en compte la communauté, les populations vulnérables comme élément essentiel de la lutte contre le paludisme, allouer un budget conséquent, pour ne pas dire suffisant, à la communication dans les programmes nationaux de lutte contre le paludisme. C'était très important, car nous espérons qu'à travers cela, nous pourrons atteindre les cibles visées. Les instances de coordination nationale doivent organiser et développer des systèmes de santé communautaire plus efficaces. Il faudra accentuer l'assistance institutionnelle et technique des OSC, pas seulement par d'autres OSC, mais aussi par le gouvernement qui puisse appuyer cette assistance. Il faudra mutualiser les interventions communautaires et établir une bonne collaboration entre les OSC qui œuvrent dans la lutte contre les 3 maladies financées par le Fonds mondial, que sont le paludisme, le VIH/SIDA et la tuberculose. Il faudra revoir le mécanisme de financement en octroyant directement, nous espérons, les 3 quarts du budget de mise en œuvre des activités communautaires de lutte contre le paludisme aux OSC qui sont à la base. Rappelons, les OSC sont ces organisations qui, au quotidien, sont au contact des communautés vulnérables et qui sont les plus à même d'implémenter les activités communautaires de lutte contre le paludisme. Donc, il est important qu'on puisse suffisamment les outiller, suffisamment les financer afin de mettre en œuvre des activités de qualité. Vulgariser la compréhension de l'intégration communautaire est également un élément très important. Toujours dans les recommandations, nous recommandons également de renforcer les capacités des OSC à l'utilisation des systèmes d'information sanitaire disponibles dans les pays et les permettre d'accéder à cette plateforme pour pouvoir insérer directement les données communautaires afin d'éviter les incohérences. Cela nous permettrait également de pouvoir avoir des données plus claires, des données de qualité pour pouvoir mieux agir à l'avenir. Ériger les OSC au niveau national comme principaux récipiendaires. Je pense qu'il y a le collègue de la société civile, Bobaka, c'est là qui a déjà soulevé le sujet et qui est un élément très important. Car, comme je l'ai dit un peu avant, il est important que ces organisations qui sont au contact des populations vulnérables soient vraiment prises en compte pour pouvoir mettre en place des interventions de haute qualité dans la lutte contre le paludisme au niveau national. Il faut accentuer la collaboration entre la société civile et les programmes de lutte contre le paludisme. Il faut réduire les problèmes de rupture de stock en faisant de bons commandes pour les intrants des ASC. Faire un travail de suivi de l'amélioration de ces circuits d'approvisionnement et identifier les barrières qui bloquent le circuit d'approvisionnement en intrants. Maintenant, quelles sont les recommandations concernant la prévention du paludisme chez les populations vulnérables?
Il s'agit d'intensifier les campagnes de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides pour assurer une couverture universelle. D'ici dans la couverture universelle, ce sont des couvertures nationales dans chaque pays. Il faudrait que tous les ménages qui sont à risque de contracter la maladie puissent aisément posséder la moustiquaire qui les permettra de se protéger. Il faudra mettre en place une communication inclusive dans les stratégies de communication pour prendre en compte les déficients visuels et auditifs, car ils ne sont pas toujours dans la communication qui est mise en place pour le paludisme. On ne tient pas trop en compte de cette cible qui est présente. Il faut passer à la pulvérisation d'insecticides intra- et extra-domiciliaires à grande échelle, mettre en œuvre des activités sociales et des changements de comportement jusqu'au dernier kilomètre. Ça veut dire toucher tous les ménages par des activités sociales et des changements de comportement. Il faudra rendre les campagnes de changement de comportement permanentes. Juste, ce n'est pas ponctuel. Que cela puisse être financé pour qu'elle devienne une activité régalienne, une activité régulière dans le cahier de charges de la société civile, bien de tout autre partenaire qui intervient dans le contre le paludisme. Il faudra respecter les délais à tous les niveaux de la mise en œuvre afin de faciliter les déblocages financiers et la qualité des données. Il faudra former les opérateurs de saisie au sein de la société civile et s'assurer de distribuer les données dans toutes les régions et de toucher tous les foyers. Toujours en termes de prévention, il faudrait intégrer la société civile à tous les niveaux dans les fonds de communication et de sensibilisation, les soutenir financièrement afin qu'ils puissent participer aux campagnes de distribution et de sensibilisation, accentuer la désinfection de l'environnement, des ménages avec des produits appropriés, orienter la communication vers les zones rurales, en prenant en compte, en impliquant et aussi les autorités traditionnelles. En ce qui concerne la prise en charge, quelles sont les recommandations que nous avons émises? Il s'agit de veiller sur l'effectivité de la gratuité du traitement du paludisme pour les personnes vulnérables. On peut d'abord commencer par se rassurer que les enfants de moins de 5 ans puissent effectivement bénéficier d'un traitement gratuit de lutte contre le paludisme. Et aussi penser aux autres populations vulnérables qui sont généralement marginalisées, comme les personnes âgées, les prisonniers, les orphelins, les personnes vivant dans les zones très enclavées, les migrants et les réfugiés et tous ceux qu'on n'a pas pour habitude de penser à eux lorsqu'on veut implémenter une stratégie de lutte contre le paludisme. Il faudrait impliquer davantage les organisations de la société civile et organisations communautaires dans tout le processus de mise en œuvre des projets paludisme. Il faudrait mettre en place des mécanismes pour éviter les ruptures et la quarantaine des médicaments. Toujours en ce qui concerne la prise en charge, il faudrait mettre en place des cellules d'écoute avec des points focaux dans les différents établissements de santé qui réceptionnent les médicaments et qui créent un mécanisme qui rapproche la société civile avec ces points focaux. Il faudrait confier l'accès aux médicaments aux personnes responsables des enfants de moins de 5 ans pour une gestion plus efficace de ces médicaments. Il faudrait prévoir le recrutement des délégués médicaux pour faciliter l'approvisionnement des médicaments de formation sanitaire et des différents points relais. Toujours pour finir avec les recommandations concernant la prise en charge, il faudrait multiplier le plaidoyer sur le plan politique afin d'activer définitivement le levier du financement de contrepartie prévu dans les pays pour pouvoir mieux financer les activités de contre-paludisme et par conséquent aussi éviter des problèmes comme se rencontrer dans la gestion des stocks de médicaments à différents niveaux. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, Fidèle. Merci pour cette brillante présentation. Donc, nous rappelons que c'est une étude qui a été, une évaluation qui a été menée sur le plan régional, c'est-à-dire dans plus de 10 pays d'Afrique francophone et anglophone. Et l'un des points forts que vraiment nos différents interlocuteurs ont relevé, c'est d'accentuer la collaboration entre la société civile et les programmes nationaux de lutte contre le paludisme. Vous avez vu, nous vous avons présenté un package d'informations. Bien entendu, ce n'est pas exhaustif, ça dépend, il y a des réalités dans différents pays. Ce que on peut relever en Tanzanie ne peut pas forcément être la même chose qu'au Nigeria ou au Ghana. Mais si la société civile ne collabore pas comme il faut avec les programmes nationaux de lutte contre le paludisme, alors notre plaidoyer ou alors nos besoins ou les besoins de nos communautés que nous défendons ne pourront pas aller de l'avant. Donc, les différents interlocuteurs ont vraiment
insister là-dessus. Donc, sans plus tarder, nous allons passer juste à la phase de questions-réponses. Nous allons procéder comme tout à l'heure. Il vous suffit juste de lever la main ou alors d'écrire directement dans le chat box et nous allons vous répondre. Boubacar. Sinon, Mamoudou, Monsieur Mamoudou. Ok, merci. C'est Mamoudou Abdul Kadiri de Marois. Vraiment, la présentation est très enrichissante. Vous avez ramassé beaucoup de problèmes que nous rencontrons ici à l'extrême nord. Mais ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il peut m'en dire beaucoup plus par rapport au comité de surveillance et à l'observatoire qu'il a parlé. Je n'ai pas bien saisi ces deux instances-là, comment les mettre en œuvre. Merci beaucoup. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter votre question? Ok, ma question, je voulais savoir, le comité de surveillance, il a parlé de comité, de mettre en place ces comités de surveillance et un observatoire. Voilà, ces deux instances-là, est-ce qu'il peut en dire plus et d'accord. Comment? Pardon? Okay. Vous voulez plus d'éclaircissement par rapport à ces deux comités? Ok, oui. Comment les mettre en œuvre? Ok. D'accord, merci. Ok, Boubacar Silla. Bon, Monsieur Boubacar, il est peut-être pas... Ok, allons-y. Merci. Merci beaucoup, Mamoudou. Ok, merci, chers partenaires. Les comités on va peut-être revenir sur la slide, les comités de suivi au niveau communautaire sont là pour s'assurer de la bonne mise en œuvre des activités de lutte contre le paludisme au niveau local. Donc, ce sont généralement des personnes qui viennent de différentes, je vais dire, instances de la lutte au niveau local. On n'implique pas forcément les gens du ministère de la Santé publique, mais des personnes qui sont au contact avec les communautés au quotidien et qui peuvent s'assurer que les interventions définies dans les plans stratégiques de chaque pays sont réelles et les interventions définies dans les plans stratégiques et les interventions arrêtées qui sont là pour être mises en œuvre sont réellement faites et que cela puisse bénéficier aux populations les plus vulnérables. Donc, c'est un peu ce que les fonctions des comités de suivi communautaire. C'est un peu la même chose pour les observatoires communautaires. Les observatoires communautaires ont été mis en place au départ dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida pour pouvoir aider dans le suivi des personnes, les perdus de vue. Ce sont généralement des personnes qui ont du mal à suivre le traitement et on l'a contextualisé pour ne pas dire adapté à la lutte contre le paludisme dans plusieurs pays. Il y a des pays qui ont réussi à mettre sur pied des observatoires communautaires pour lutter efficacement contre le paludisme. Cela veut dire quoi? Que dans chaque commune, un peu comme pour les comités de suivi, il y a des personnes, on peut choisir un leader traditionnel comme un chef de village, un leader religieux, un personnel de santé, les AFC généralement, la société civile évidemment, qui vont s'asseoir et s'assurer de regarder si les différentes interventions que doit bénéficier telle communauté, est-ce que cela est réellement fait? Est-ce que cela est réellement mis en place? Il y a des pays comme le Congo qui ont déjà eu à implémenter cela et cela marche plutôt bien pour le moment. Et nous nous disons que si c'est qu'on peut vraiment étendre ce concept, cette stratégie à pratiquement tous les pays endémiques au paludisme, cela pourra vraiment aider à nous assurer que des interventions de grande qualité puissent réellement être mises en œuvre pour les populations
cibles pour les populations qui ont réellement besoin des services et de soins de qualité dans la lutte contre le paludisme. Voilà un peu à quoi servent les observatoires communautaires et les comités de suivi communautaire. C'est pratiquement la même stratégie, mais sous appellations différentes. Et peut-être dans la composition de ces comités, il y a aussi une petite différence. Merci. Grand merci, Fidèle, pour cette précision. Nous allons passer la parole à M. Insa Daouda. Nous rappelons encore que toutes les informations que nous avons partagées avec vous, ce n'est pas une liste exhaustive. Donc, si vous avez un commentaire à faire, que ce soit précisément par rapport à votre pays sur le plan national, ou alors une observation que vous avez eu à faire sur le plan régional, par rapport à comment est-ce que la NFM3 s'est passée et quelles sont vos recommandations pour le nouveau NFM4 qui arrive, c'est aussi le moment de nous en parler. Donc, vous pouvez juste lever votre main, nous allons vous donner la parole ou alors vous pouvez partager cela avec nous par écrit dans le chat. Monsieur Insa, vous pouvez ouvrir votre micro. Merci, merci Mamoudou. Merci. Oui, donc merci Karine, merci à tous les autres collègues et merci à Fidèle de nous avoir en tout cas un peu donné la situation en tout cas vécue et peut-être les prochains pas à franchir avec l'intercalaire de certaines recommandations pour un peu améliorer toujours la question du paludisme dont nous sommes les acteurs. Alors, moi, je m'en vais en tout cas faire un commentaire, Karine. Et Fidèle l'a bien dit, c'est au niveau des recommandations. Au niveau des recommandations. Allô? Oui, allez-y, allez-y. Oui, donc, au niveau des recommandations du passage du NMF3 au NMF4, les recommandations par rapport surtout à la collaboration entre les OSC, la société civile et les programmes. Parce que nous, le goulot qui est là, parce que tout de suite, on parlait d'observatoire, mais on ne peut pas avoir un observatoire fonctionnel sans avoir un œil regardant. Et pour avoir un œil regardant, il faut aller sur le terrain. Il faut être sur le terrain. Et c'est là où je rejoins la recommandation 3 et 4 sur les OSC et le programme par rapport à l'amélioration, que la condition, il fallait que les OSC qui sont sur le terrain, que le programme puisse, à travers le ministère de tutelle, mais forcément chercher, travailler avec ces OSC-là. C'est important. C'est important parce qu'il y a une problématique entre la collaboration théorique souhaitée et ce qui se passe réellement sur le terrain, de par ce qui parlent pour donner leur tête par rapport à ce qui se passe. Donc, vraiment, le grand boulot, ceux qui font, il faut travailler avec eux. Les OSC, il faut les former, il l'a bien dit, et il faut permettre à ce que ces OSC-là puissent émerger. Parce qu'on a beau être acteur, si vous ne pouvez pas émerger par rapport, en tout cas, à l'engagement communautaire, les objectifs du Fonds mondial ne pouvaient pas être atteints par rapport à l'élimination du malaria. Donc, moi, je pense que c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Il faut qu'il y ait une coordination d'implication, en tout cas, de ces OSC-là, et de situer qui fait quoi. C'est ça ce qui est important. C'est ça qui est important et vraiment, c'est en ce sens que je salue, en tout cas, les recommandations 3 et 4 de Fidèle et par rapport à tout ce qu'on a collecté en termes d'intervenants et du commentaire que cela me suscite. C'est très simple. Celui qui fait, celui qui cherche, celui qui va, celui qui élabore doit forcément, en tout cas, être acteur à prendre en compte de premier abord pour que nous puissions, en tout cas, en arriver. Mais on ne peut pas, en tout cas, dans les problématiques et dans les politiques, essayer de faire ce qui se dit et à part, et ce qui se passe et à part. Je pense que la coordination a intérêt
a vraiment un peu appuyé souvent nos recommandations et pour qu'on puisse arriver valablement à jouer notre rôle en tant qu'OSC, en tant que leader. Merci Karine, c'est ce que je voulais ajouter. Merci Fidèle, merci à vous. Grand merci beaucoup, grand merci Monsieur Daouda pour ce commentaire. Donc, nous sommes déjà presque à la fin. Nous avons un panéliste qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Et Monsieur, nous allons passer la parole à Madame Émilie. Mrs. Émilie, please, you have the floor. Thank you very much, and thanks to CS4Me for organizing this. I just have one comment that I don't know whether it's shared by other countries, but in Uganda, Global Fund, I just feel like Global Fund needs to be firm around who should be applying for community activities. Because what is happening here is that some community department in the Ministry of Health has been money and implementing directly and not through civil society. And I think that guideline needs to be very clarified by the Global Fund that community interventions must be allocated to civil society. Government cannot be implementing or claiming to implement community malaria activities. And as long as that is not very well streamlined, I think even in NMF4, we may face the same challenge. And so I think as countries and civil society networks in different countries, we need to really speak up around that issue and make sure that the finances come to us. Thank you. I thought I should just share that. Over to you. Yes, thank you. Thank you very much, Emily. We see many hands raised. So, Somalia Amadou. Somalia Amadou, yes. Oui, bonjour. Yes, thank you. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Bien, allez-y, s'il vous plaît. Merci. Bon, j'ai pas grand-chose à dire, hein. Juste vous dire que je suis avec vous parce que je viens de vous prendre en cours. Je suis sur un voyage sur Lomé. Donc, j'ai pas pu vous suivre de bout en bout, mais seulement j'ai pu suivre un peu la réaction de Daouda Insa, qui me semble un peu des réactions un peu beaucoup plus positives parce que, comme on l'a dit de tout le temps, il va falloir que les OSC puissent avoir un renforcement des capacités à grande envergure. Donc vraiment, je partage son avis et que peut-être dans les nouveaux programmes qui viennent, fidèles, les recommandations que INSA a eu à mettre sur la table pourront avoir vraiment une réponse à ça. Merci bien. Vraiment, je vous souhaite bon travaux parce que je suis dans un voyage sur le Lomé, donc il se peut que ma connexion me lâche. Donc vraiment, bon courage. Merci, merci beaucoup. Nous allons passer des personnes qui n'ont pas encore parlé. Mrs. Joyce. Yes, Joyce, you have the floor. Thank you. Okay, thank you. Good morning to all. This is Joyce from Liberia. I just wanted to make some comments around civil society role and that of the community when it comes to malaria. I think one of the things that as civil society we are better positioned to do is around the issue of accountability, advocacy, and promotion of behavior change, social behavior change for malaria prevention and also manage and control. So I just thought to also add that to some of the comments that have been made, because sitting at the CCM, like in Liberia, I sit at the CCM as the chair,
And I also see that most of the things that we could push for as civil society is particularly around behavior change, intervention around accountability. Funds are going to the community, they are going to the health facilities, but they are not independent mechanism in which we can get to see the impact of these funds or to hear the voices of the communities that are benefiting from the intervention. So I hope moving up to NFM4, we all can take that with us and ensure a stronger civil society participation. Thank you. Okay, thank you, Joyce. Thank you. Thank you very much for all your comment and also all your contribution. So please, you can continue to write it on the chat box. We are running after the time. I will just hand the floor to our colleague, Mrs. Glory Shagama from AI. Thank you so much. Good afternoon, good morning, everyone. Ok, excusez-nous, nous avons eu un petit souci de connexion. So I was saying that we will just hand the floor to our colleague, Mrs. Glory Shagama from EANASO, who will present in a few minutes the technical assistance that EANASO could also provide for civil society. So Glory, thank you very much and you are welcome. You have the floor. Thank you so much, Karen. Yes, good afternoon, good morning, everyone. My name is Glory Julius Chagama. Can you hear me? Yes, yes, very clearly. Thank you so much. And I'm presenting on behalf of Onesmus Mlewa. Yes. Thank you. Next slide, please. Yeah, first of all, I would just like maybe to give an overview of who EANASO is. Yes, EANASO is a regional network of AIDS and health services organization. And our secretariat is in Arusha, Tanzania. And we are currently hosting the Global Fund Community Rights and Gender for the Anglophone Africa, and we are providing support to the 23 African English and 2 Portuguese-speaking countries, which are in Mozambique. Next slide, please. So as EANASO, one of our roles is to support civil society to access the community rights and gender TA, which is currently known as community engagement TA. First of all, maybe why the CRG TA? And in order, we are providing the CRG-TA in order to ensure that civil society and communities meaningfully engage in the Global Fund related processes. And we are all aware that recently or currently all countries are in the process of developing their NFM4 funding request. And this is why the community rights and gender, they have been providing this TA, but specifically for this period of time, they have providing this support to make sure that civil society, community groups from all the constituencies, they are meaningfully engaged in the entire processes from country dialogue, fund request development, grant making, all processes. So that is why the CRG have specifically set aside this money or this specific support to make sure that civil society engage. The main TA areas supported through the CRG. Sorry, I can make a disclaimer here. I see here there is situation analysis, engagement in country dialogues, but when you go specifically to the TA request, for those of you who have submitted the TA,
you can find that this area has been changed. The TA has been tailored specifically for the NFM4, and you can find that there is track A, which is track A. It talks about if you want to do the analysis, you want to review the current Global Fund cycle, you want to review the programs, and track B is all about now community engagement. If you want to do the consultations, and the track C is about costing. It is not very far from what is here at the main TA area supported through the CRG, but there are those challenges whereby the TA request has been tailored specifically to accommodate the NFM4 processes. Maybe after this, I don't know the next slide, but I can share how the form looks like, so that when we are going back and you're applying for the TA, we are all aware on what is needed in all those sections. Who can apply TA? Yes, KP network and organizations, youth-led network organizations, women's networks organizations, network organizations of people living with HIV or affected by tuberculosis or malaria, CSOs, network and organization led by or working with other affected communities. So I believe all of us as network organization working in malaria, we are eligible to apply for this TA. What type of, what CRG does not support? Yes, CRG does not support CCM strengthening, example, training on CCM members in their roles and responsibility. And this is because already the CCM have money set aside to support their roles and responsibilities. Long-term capacity development of civil society network and organizations, development support to become a Global Fund recipient. The CRG does not support the long-term capacity, and you can, but there are other segments which provide the long-term capacity. And maybe after here, we can share with the CSM for me to know which other organization or partners do provide the long-term capacity development for civil society. Another area that CRG does not support is the development of standalone tool that can lack or focus on community engagement. As we said, the CRG TA support the community engagement only. That is the focus. But if you want to develop a standalone tool that does not focus on community engagement, CRG does not support. Another area that the CRG does not support is funding request writing. As mentioned, the writing is usually coordinated by the CCM. And since the CCM has already given funds to support the entire process, the CRG does not support money to specifically support civil society to participate in the writing. However, as IANASO, we have some funds, we call it small grants, who if a country feel like they want more civil society to be in the writing team, we have a room for that. It is a little money just to support the logistical needs. What type of CRG-TA can be requested? Yes, HIV, TB, malaria programming, resilient and sustainable system for health, sustainability and the transition planning, in-country processes linked to the Global Fund model or of work. Yes, this is for general, but as I said, the CRG have developed another NFM4 tailored form, which, yes, this area are part of them, but as I mentioned, they have been very well articulated, very well simplified to capture what is needed during the NFM4 processes. I will share the form so that we can see those areas. How to apply for the CRG-TA? Step 1, you fill the CRG-TA form. Yes, it is accessible in the Global Fund, but is also accessible on our website. I can share the link.
Step 2, contact CRG regional platform to review and discuss your TA request. Yes, so we are available. When you prepare your TA request, you have to share with us first to review so that we agree and making sure that your TA is okay before you submit to the CRG. And currently, CRG have advised that they will be receiving 1 TA per country, so that we are trying to make sure that we consolidate a country TA, which include all the constituencies. If they want to do the consultations, we make sure that the TA is comprise all the constituencies from HIV, TB, and malaria. But we know that during the consultations, now the implementation, malaria constituents will have their own consultations, TB are going to have their own consultations, as well as HIV. But when we are submitting the TA as 1 TA per country. So that is one thing also you need to take into consideration when you are planning to submit the TA. And the purpose is just to make sure that civil society are well coordinated, and when you come with your priorities, it is a country priority, it's a civil society priorities, not like it is an organization. That is the main reason of why this time they have suggested or advised that countries submit 1 TA for their engagement in the NFM4. Next slide, please. Yeah, so support is provided by the platform. Yeah, we create demand for shorting TA, as I mentioned. When this webinar is happening now, we are providing information how we can support you. Webinar website post, we have, of course, as I mentioned, on our website, we have the special page which talks about Global Fund and how it supports. It talks about the TA, the CRG support, the materials, and all the information. Even these steps are there, and other information. We have also uploaded more information which are really tailored to the NFM4. We also have digital communication. Of course, we have MailChimp. We usually encourage but if you are not receiving any information from our side, we encourage that you sign up to our newsletter so that you can be part of our communication. For WhatsApp group, Facebook, and Twitter. Please, you can follow us and you can find all those information. Sometimes we hold face-to-face meeting platforms where also we share this information. We also review TA, as I mentioned on the steps. You do your TA, but also you submit to us for us to review before you submit to the CRG. And this is to make sure that when you submit your TA, it is well and you expect you stand high chance for the TA to be approved because we have already reviewed and you have already agreed. We also sometimes do document case studies after TA delivery. Yes, we know not all civil society have access to TA, so we try to showcase how the TA, those who have received the TA, have been able to meaningfully engage. This, after documenting these case studies, we are trying to showcase and encourage other colleagues to utilize this opportunity, which is available for everyone. Next slide, please. Yeah, I think this is just like what we mentioned, mentored support. As I said, we do targeted webinars. Sometimes when you have submitted your TA and we feel like we need to talk, we do that. Or sometimes maybe a certain country has organized, they want us to provide more information about TA. We are also available to do that. Guided step-by-step writing of the TA, as I mentioned, that is our role. Use of internal country consultant, most specific community experts, very useful in skills retention, yes. And this now is even during the TA deliveries. Sometimes
Global Fund assigned the local consultant to support. And that, of course, is usual to do that, to make sure that there is that skill transfer rather than having only the international consultant. We also link colleagues with other TA providers apart from the CRG, GIZ. They also provide this kind of support, as well as UNAIDS and any other TA provider who we get information we usually share with civil society. Growing demand for institutional capacity support that is not direct support through short-term TA. We also link, of course, civil society with the other TA providers who are not necessarily provide short-term TA. Also growing demand for long-term TA beyond the scope of the CRG short-term TA, yes. There are other colleagues, as I mentioned, you can see that in one of the areas where I mentioned that CRG does not support so-and-so, but there are other TA providers who support those areas. So we also make sure that we link civil society with TA providers who provide support rather than those supported by the CRG. Growing need for support in writing processes. Yeah, as we mentioned, that is the role of CRG and other TA providers. With that, thank you so much. I welcome if there is any question or any comment. Thank you very much. Thank you, Goldie. But we are sorry because the time is over. So if somebody have any question, please just write it on the chat, and then Glory, you could answer you rapidly. rapidly. So I will just hand the floor to my colleague Fidel to tell us about the event will take place on Friday, and after Fidel, Tumaniel will directly take the floor to do the closing remarks. Ok, merci beaucoup Karine. Je vais passer la parole. Je voudrais juste rappeler aux membres CS formés de cette importante session de formation qui se tient ce vendredi. C'est une session de formation très très importante sur le suivi communautaire, community-led monitoring. Donc, nous verrons au cours de cette session de manière pratique comment peut-on mener, comment peut-on conduire le suivi communautaire. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Nous allons partager pour cet après-midi dans tous les groupes WhatsApp et par mail le lien pour s'inscrire à cette formation. Donc, nous vous attendons nombreux à la formation de ce vendredi qui débutera à 10h GMT. Merci et à ce vendredi. Thank you very much, Fidel. Please, Mr. Tumaniel. Thank you very much, Karine. I will be very brief. I would like to thank you very much to Annabelle from Global Fund of the report of evaluation on NFM3, the challenges that arise, and actually the more highlighted by my sister Emily from Uganda, that the government implements community interventions. This actually, it happens from most of African countries. And this is the main problem, and it's more facilitated by the poor engagement of civil societies and the whole process of Global Fund country processes. This is ensured by the lack of very much engagement and participation. So if we are not much engaged and participate in the whole process, actually, it will be very difficult for us as CSU to engage more and see the impact at the local level. And so I call and welcome all to engage at the early stage of NFM4. As NFM3 have shown, we had a lot of gaps of engagement, and we see most of NMSPs in countries engaging and interventions. They are more implementing intervention, even community interventions, which actually were intended to be implemented by civil society or malaria community and the other disease communities. So I call upon all of us to prepare well
with this early stage of designing our priorities, make sure that our priorities are there, and make sure that we are the part of implementation to these priorities, and see that malaria interventions are owned by community, to those who are a community intervention. Thank you very much. I won't take much of time, and I wish you all the best in the coming of NFM4 grant cycle. Thank you very much, Karine. Thank you very much, all of you. Thank you very much. We thank you, all of you, for yes. Okay. We thank you, all of you, for your participation and also your comment and